Bonjour, nous sommes arrivés à Bogota sous la pluie et donc on en profite pour faire notre itinéraire sur la Colombie qu'on n'avait toujours pas travaillé. On n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. Avec plus de 52 millions d'habitants, la Colombie est un pays d'une diversité impressionnante, tant sur le plan ethnique que culturel. Afro-colombiens, indigènes, descendants européens et métis créent une société aux multiples facettes. Mais derrière ces richesses culturelles se cache un passé complexe dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente que je vous invite à regarder pour comprendre la situation fragile du pays. Ça y est, après beaucoup d'heures et de différents bus, nous sommes arrivés dans le désert de Tatacoa où en fait il y a deux déserts, deux différents, un désert gris, un désert rouge. Autrefois une forêt tropicale, cette région s'est transformée au fil du temps pour devenir ce désert semi-aride où l'on peut s'y balader. Avec très peu de pollution lumineuse, le désert de Tatacoa est aussi un paradis pour les amateurs d'astronomie. Après une nuit dans le désert, nous le quittons déjà. Ce fut court pour autant de trajets, mais la beauté du paysage nous a permis d'oublier. On rebrousse donc chemin pour aller prendre un bus, direction le village de Salento. Et voilà, on est arrivé à Salento après 12 heures de transport, annoncé 5 heures. On vit dans une famille, ils font chambre d'hôte. Et du coup, c'est une maison qui est restée dans son jus, très typique. C'est très joli, très coloré, et je pense que le village aussi va être très coloré. On est ici pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce petit village est super mignon et qu'on s'y sent vraiment bien, mais surtout parce qu'on est en plein cœur de la région du café. Alors, n'étant pas amatrice de café, j'avoue que j'appréhendais un peu la visite d'une finca. 2 heures à parler café, ça me paraissait un peu long, mais en fait c'était passionnant. On a bien sûr suivi tout le processus, de la graine à la tasse, mais on a surtout appris plein d'infos intéressantes, comme la différence entre Arabica et Robusta. L'Arabica est plus doux, plus fruité et contient moins de caféine, et apparemment c'est donc meilleur pour le cœur. Et est-ce que vous saviez qu'un espresso ou un ristretto a moins de caféine qu'un café allongé ? Oui, moins de caféine. Ici, les Colombiens boivent surtout du tinto, leur café traditionnel. En fait, la Colombie est le 3e pays exportateur du café au monde, mais à l'époque, les meilleures graines étaient vendues aux Américains et aux Européens. Et il ne restait aux Colombiens que les grains de moins bonne qualité, alors ils en ont fait un café moulu bas de gamme. Et avec le temps, leur palais s'est habitué à ce goût-là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils préfèrent. D'ailleurs, si on leur donne un café de qualité, ils ne l'aimeront probablement pas. Bref, la leçon derrière tout ça, c'est que chacun boit le café qu'il aime, selon ses goûts et ses habitudes. Et c'est exactement le même fonctionnement que pour le vin. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le guide. Et voilà, on attend notre Jeep sur le bas-côté de la route, pas d'horaire, on attend pour entrer dans le village de Salento. Et demain, on part faire une petite marche pour aller voir les plus hauts palmiers du monde. Palmier de cire, ça s'appelle. Palmier de cire ? Ah ouais ? Voilà, on part pour une boucle de 12 km à travers ces palmiers géants. Et on passe aussi dans une forêt où l'on va pouvoir voir des colibris. Cette vallée se nomme la vallée de Cocora. On commence par la forêt pour finir sur ces fameux palmiers. La rando est vraiment belle. Les passages dans la jungle, accompagnés tout du long par des oiseaux, tous plus beaux les uns que les autres, c'est vraiment agréable. Bon, on doit aussi franchir un nombre incalculable de petits ponts en bois qui n'inspirent pas toujours confiance, et c'est aussi ce qui fait le charme de la marche. Bon, visiblement, Mimi, lui, il a plutôt confiance. Bon, le temps qu'on finisse la boucle pour arriver à ces fameux palmiers, les nuages sont arrivés. Waouh, ils sont vraiment très grands. Mais perché sur un de ces palmiers, on voit un condor, le condor des Andes. C'est l'un des plus grands rapaces du monde, avec une taille pouvant atteindre plus de 3 mètres. Aujourd'hui, il en reste moins de 150 en Colombie.
D'ailleurs, pour les Colombiens, c'est le symbole de liberté et de puissance, et il est même présent sur le blason du pays. Après notre étape à Salento, nous nous sommes rendus dans le petit village de Jardín, orthographié comme jardin, qui est encore préservé du tourisme. Une fois de plus, le trajet nous a pris toute une journée entière. On sent bien que les transports vont faire partie intégrante de notre voyage. Après quelques jours de repos, on a repris la route vers Medellín, une étape incontournable. Je ne vais donc pas m'attarder sur cette ville puisque j'y ai consacré une bonne partie de ma vidéo précédente, mais je vous partage quand même l'hôtel où nous avons séjourné dans la Comuna 13 et le contact de Simon et Mayra pour visiter ce barrio de façon authentique. Leur visite nous a plongé dans l'histoire de Medellín et je ne peux que vous les recommander. Mais c'est sur le village de Guatapé que nous allons nous arrêter. À 2 heures de Medellín, ce village nous a fascinés. Beaucoup y vont à la journée depuis Medellín, mais nous avons voulu y rester 3 jours. Et après quelques jours dans la ville, on avait besoin de retrouver du calme. Donc on s'est juste mis à 10 minutes à pied de Guatapé, du petit village de Guatapé. Et la maison est très très jolie pour 16 € la nuit. C'est la vue de notre balcon. On va envoyer le drone. Et vous voyez ce gros rocher là-bas ? Eh bien, on y va dès demain matin. Allez, on va monter là-haut, 720 marches. Ça fait déjà 2 semaines que nous sommes en Colombie et voici notre itinéraire actuellement. Nous avons basculé pour une dizaine de jours dans l'état du Santander où je ne peux que vous encourager d'aller. Pareil que pour Medellín, je vous invite à regarder ma vidéo précédente si vous aimez sortir des chemins battus. Donc, au départ de Saint-Gilles, nous avons pris un bus de 14 heures pour rejoindre la côte caribéenne. Changement de décor total, région plus touristique, prix parfois indécent. Bref, j'ai eu un petit moment d'adaptation, je vous le cache pas. Nous sommes descendus de notre montagne, de nos montagnes colombiennes. Nous avons quitté le froid pour arriver au chaud, changement total d'ambiance. La mer, les cocotiers. Tout ce que Mimi attendait depuis longtemps, très longtemps, depuis qu'il me parle de la Colombie, c'est cet endroit-là. Après cette grande aventure, j'ai besoin un peu de se poser, de se reposer. Donc là, pour le coup, la côte, c'est parfaitement dans le thème. Mimi sera content à siroter son petit cocktail depuis le temps qu'il m'en parle et qu'il le voulait. Ouais. Le voici. Tel au bord de la mer, dans mon transat, avec le billard à côté et la piscine juste là, on est pas bien. Oui. Alors que moi, c'est plus l'aventure. Chacun ses envies. Mais voilà, on fait moitié-moitié. Ouais, mais c'est très bien. Mais là, c'est tout ça. La Colombie est tellement diversifiée ouais. qu'il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment impressionnant. Nous sommes arrivés du coup dans le parc Tayrona, le parc national, l'une des parties les plus touristiques de Colombie. On va y camper cette nuit et on espère voir des crocos, des singes, des paresseux et des tapirs. Je pense que c'est très ambitieux, mais on va essayer de voir un peu ça.
Le parc national doit son nom au peuple Tairona, un ancien peuple qui habitait cette région avant la colonisation. Lors de l'arrivée des conquistadors, ils ont été massivement décimés et seuls 20% ont survécu. Aujourd'hui, on peut encore en croiser dans les villages, dans la Sierra Nevada et au cœur du parc. Ils se reconnaissent à leur tenue blanche, leurs cheveux longs et leur habitude à marcher pieds nus. C'est tout parce que là du coup il y a l'eau douce avec les caïmans et juste là il y a la plage où on peut se baigner. Et souvent du coup ils font sortir tout le monde en urgence parce que les caïmans sont arrivés de l'autre côté dans l'eau quoi. Oui, vous avez bien vu à ma tête qu'il fait extrêmement chaud. Donc là, objectif, trouver une plage pour se baigner. On est arrivé au camping et voici notre tente pour ce soir. Et coucou. Montre-nous Mimi. Alors ici vous avez la chambre, là-bas le coin salon et là-bas la cuisine. Voilà. C'est nickel. T'as bien dormi Mimi dans cette tente? Très bien. Mimi il a fait 20h30, 7h30, 11h de sommeil. Ouais. Attention! Regardez encore les fourmis, elles ont fait tout un chemin. Ça doit faire des années, des années. Tout là, touc 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 touc. Elle c'est une découpeuse elle. Tu vois, regarde, elle découpe. Tu vois, Et regarde, voilà. tu vois le trait? Elle a déjà découpé la... Tu vois ou pas? Non, je vois pas. Là, elle, tu la vois, celle qui est sur la feuille? Celle qui est sur la Et feuille. ben, si tu regardes à gauche, regarde, elle a déjà tout découpé la gauche. Oui, T'as vu? je vois. Tu vois, elle c'est une grosse découpeuse. Elle. Ouais, elle c'est une découpeuse et du coup après, est-ce qu'elle elle donne à la porteuse ou est-ce qu'elle récupère son morceau? Ah tu non, vois je pense qu'elle donne à la porteuse. Et ouais, je pense aussi, regarde, hop, ça y est, elle s'en va. Bon, Elle a découpé. elle lui a fait le check-up, c'est bon, tu peux y aller. Allez, Ouais, c'est ça. Ah, elle a découpé. Et voilà. Et voilà. Ma vidéo, elle va finir en reportage sur les fourmis processionnelles. Hop, t'as vu elle? Oh, elle est forte elle. Ouais, elle est trop forte, elle. Après l'observation des fourmis, il est déjà 13h. Il fait toujours aussi chaud et le chemin est désert. On avance dans la jungle, bercé par le silence et les bruits lointains des animaux. Jusqu'à croiser nos premiers singes hurleurs. Vous savez, ceux qu'on a entendus la veille. Et également des petits capucins. Nous poursuivons notre route sur la côte Caraïbe et faisons halte à Palomino, un village fortement touché par la montée des eaux. Depuis 2019, la plage a complètement disparu et l'océan grignote peu à peu le territoire. C'est impressionnant à voir. Juste après Palomino, nous nous sommes rendus dans le village de Minca, niché en pleine jungle. Et j'aimerais vous faire part d'une de mes nouvelles réflexions en prenant comme exemple ces deux petits villages colombiens. Pour Palomino, à l'origine, c'était un simple village côtier, paisible et authentique. Puis, un étranger est tombé sous son charme, a ouvert une auberge et en a fait la promotion. C'était une belle opportunité pour la population locale. Ça a apporté du travail, dynamisé l'économie du village, enfin voilà, tous les avantages du tourisme quoi. Mais année après année, l'endroit est devenu très, voire trop vite une destination prisée, attirant toujours plus de touristes et d'investisseurs étrangers. De nouveaux hôtels et restaurants ont poussé un peu partout, transformant complètement le village. Le problème, c'est que Palomino n'était pas préparé à accueillir autant de monde. L'infrastructure n'a pas suivi. Aujourd'hui, l'accès à l'eau potable est devenu compliqué, l'électricité coupe régulièrement et le coût de la vie a explosé.
Les habitants qui vivaient ici bien avant l'arrivée des touristes n'ont plus les moyens d'y rester et sont contraints de partir. Donc ce qui faisait l'âme du village disparaît peu à peu, remplacé par des structures pour les touristes. Et pour Minka, même problème. Ici, par exemple, on est au restaurant et il y a une coupure d'électricité, qui va d'ailleurs durer 12 heures. Le lendemain, on est parti observer les oiseaux avec un guide et il nous a expliqué qu'il ne peut plus vivre à Minka à cause du coût de la vie. Il se lève donc à 3 heures du matin pour prendre un bus et venir travailler ici. Bon, j'avoue que ce phénomène existe partout, Bali en est un parfait exemple, mais même certaines villes françaises. Mais en Colombie, il m'a particulièrement frappé à ce moment-là. Bon, allez, j'arrête avec mes réflexions, place aux oiseaux et à la suite de notre voyage en Colombie. Bon voilà, on redescend de notre magnifique coucher de soleil qui nous a demandé énormément d'efforts pour monter, 1h15 de montée raide. Une fois arrivé là-haut, les réceptionnistes étaient hyper hautaines et nous ont demandé 5 € par personne pour juste avoir accès à l'hôtel sans pouvoir utiliser leur service. Mais c'était très beau. Et puis là, on repart à pied parce qu'on n'a pas d'argent pour prendre une moto ou une voiture. En fait, toutes les étapes d'avant, il n'y avait aucune banque, aucun distributeur pour pouvoir retirer. Il nous reste 20 € je crois pour manger jusqu'à demain. Prendre le bus. Et prendre le bus aussi surtout. Donc on n'a plus rien. Donc on ne pouvait même pas se permettre de prendre une moto pour monter ou même là redescendre. Donc on a 1h15 encore. Nous sommes donc arrivés à Rincón del Mar. C'est à 3 heures de Carthagène. C'est un petit village de pêcheurs, préservé du tourisme de masse et connu surtout par les locaux. Voilà, on va y passer 3 jours je pense. On a une jolie maison. Aujourd'hui, on part en excursion dans les mangroves de Rincón del Mar. En glissant doucement sur l'eau, notre guide nous explique à quel point ces forêts sont essentielles. Si l'Amazonie est le poumon du monde, les mangroves en sont les reins. Elles filtrent l'eau, capturent le CO2 et protègent les côtes de l'érosion. Ici, les habitants disent même qu'ils ont été peu touchés par le Covid grâce à elles. Là, il nous explique que ces petites racines sont comme des tubas pour permettre à la mangrove de respirer, mais que quand l'eau monte, ceux-là prennent le relais. En avançant, on s'arrête un moment pour observer un animal emblématique de la région, le paresseux. Il passe la majeure partie de sa vie suspendu aux branches, se nourrissant de feuilles qu'il met parfois jusqu'à 30 jours à digérer. Tout est lent chez lui. C'est peut-être ça qui le rend si fascinant. On repart le lendemain matin avec la même agence pour faire un peu de snorkeling et de pêche au harpon. Deuxième coup. Ça n'a encore rien. On est KO. Ça nous a bien fatigué. 4 heures dans l'eau là. 4 heures de harponnage. Non. On a fait du snorkeling. Qu'est-ce qu'on a pêché? Lui, il a pêché en tout cas, le guide, 2 poissons qui coûtent cher, il a dit, et qui sont très très bons. Et nous, on a pêché ce qu'on trouvait quoi. Mais apparemment, ça se mange quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. Je veux dire, et là, du coup, les poissons pêchés, la mère du guide nous les cuisine avec un peu de riz. Donc ça, c'est très cool. On n'a rien à faire. Et voilà, les petits poissons. Non, je sais pas si vous entendez là la musique. Alors, moi, j'adore la Colombie, hein, vraiment, mais
c'est too much. Trop de musique. Genre vraiment au bout d'un mois et demi là je sature en musique, genre c'est trop. Et... Surtout que c'est des sound systems sur la plage. Ouais, c'est des énormes murs de son. Et ce matin, à 7h00 tapante, ça a commencé. Hein. Et voilà, ça fait 1 mois et demi qu'on est en Colombie. Demain c'est Noël et on passe Noël à Carthagène. On sait pas trop ce qu'on va faire. Faire comme ça un peu. Ah ouais, c'est trop cher là. Et puis on va après bouger dans notre nouveau pays. On va ranger les maillots de bain, on va ranger les tongs et puis on s'en va. Dans le froid. On a expérimenté notre premier dortoir en 1 an et demi de tour du monde. Je vous montre. Bon oui, nous sommes bien arrivés à Carthagène, sans doute l'endroit le plus cher de la Colombie. Pour vous donner une idée, dans le centre historique, là où il est fortement recommandé de loger en tant que touriste, plus personne n'y vit à l'année. Un appartement peut coûter aujourd'hui $1 million, donc on trouve seulement des restaurants ou des hôtels. Wow, Aïe, j'ai peur.